I've seen things you people wouldn't believe. Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan. Vous êtes en Bonjour à tous. Pour cette première émission, je vous propose un petit bilan cinématographique de l'année écoulée. Je vais revenir sur quelques films marquants qui ont réussi à se frayer un chemin sur nos écrans malgré la crise. Des œuvres qui ont attiré mon attention de cinéphile et qui pourraient, peut-être, vous donner quelques idées de films à voir en attendant la réouverture des salles. Commençons avec celui qui n'a pas gagné l'Oscar du meilleur film en 2020 alors qu'il le méritait largement, à savoir 1917 de Sam Mendes, dont voici la bande-annonce. L'espoir, c'est dangereux. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait 2 minutes... Pourquoi? On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Tenez bon! Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Si, moi. « 1917 nous montre donc la traversée des zones de guerre par un jeune soldat anglais qui est chargé de délivrer un message important sur le front de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une véritable démonstration de force technique puisque le film est seulement constitué d'une poignée de longs plans séquences spectaculaires et virevoltants qui nous font croire que le film a été filmé en un seul et même plan de 2 heures. C'est d'ailleurs ce qui a conduit certaines critiques à dénoncer un côté tape à l'œil qu'ils considèrent comme de l'esbrouf visuelle prétentieuse. C'est une critique qui n'a de mon point de vue aucun sens, car l'histoire du cinéma a toujours été marquée par des cinéastes, acteurs ou producteurs mégalomanes qui ont réussi à repousser les limites pour faire avancer le cinéma. Les démonstrations de force ne sont condamnables en soi que lorsqu'elles sont effectivement ratées ou parfaitement ridicules, ce qui est loin d'être le cas ici. Personnellement, je préfère saluer l'impressionnant travail réalisé sur les décors et la photographie, avec une mise en scène très inspirée qui donne lieu à plusieurs moments d'anthologie, notamment une sublime séquence de course-poursuite nocturne sous les bombardements, qui a été filmée au milieu de ruines, éclairée en clair-obscur. On pourra aussi remarquer que cette histoire se rapproche beaucoup du film australien Gallipoli de Peter Weir, un chef-d'œuvre peu connu réalisé en 1981 avec un Mel Gibson tout juste sorti du premier Mad Max. Mais enchaînons maintenant avec une autre grande réussite de l'année passée, et qui a effectivement été saluée par la majorité des critiques, Uncut Games des frères Safdie. Il est facilement trouvable puisqu'il a été diffusé sur Netflix en tout début d'année. En voici la bande-annonce qui vous plongera tout de suite dans l'ambiance. J'ai pris un sacré risque, j'ai misé gros. Je pense que ça va enfin payer. Je donne les Celtics gagnants à la fin, mais aussi à la mi-temps. En plus, je vais prendre les points au tir et les rebonds de Garnett. Qu'est-ce que tu sais? Je suis au courant de rien, je le sens, c'est tout. C'est le pari le plus débile qu'on ait jamais fait. Eh ben, on verra. On verra, Gary. C'est quoi ça? C'est moi qui ai lancé le truc. Non, t'es sérieux? Tu dépenses mon argent partout à New York et tu fais des paris avec. Je commence à avoir de sérieux doutes. Attends, t'es vraiment sérieux? C'est vraiment trop tard. Howard, qu'est-ce que t'as foutu de son fric? Howard, t'as mon fric? Howard! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, c'était pas sérieux, ça voulait rien dire. S'il te plaît, allez. Donne-moi une chance.
Uncut Games suit les mésaventures d'un petit bijoutier new-yorkais, interprété par Adam Chandler, qui prend des risques énormes en mettant en gage des objets qui ne lui appartiennent pas et en pariant de l'argent qu'il devrait plutôt rembourser. Il multiplie alors les dettes et se retrouve menacé par ses créanciers et leurs hommes de main. C'est un film extrêmement anxiogène car il fonctionne sur l'accumulation permanente d'étapes successives durant lesquelles le personnage ne cesse de se sortir de situations impossibles pour aussitôt après se remettre dans de nouvelles situations impossibles, sachant qu'il a affaire à des personnes très dangereuses qui, elles, ne plaisantent pas du tout. Il est donc totalement inconscient alors que le spectateur, au contraire, a bien conscience, lui, du danger. On est alors progressivement asphyxié par l'engrenage terrible qui se déroule sous nos yeux et qui nous prend à la gorge jusqu'à la scène finale. Cette histoire de parieur fou est à rapprocher de celle du Flambeur, qui a été réalisée en 1975 par Karel Reisz. Il met en scène un professeur de littérature, joué par James Caan, ayant une passion pour les jeux de casino. Il prend lui aussi des risques insensés en pariant des sommes d'argent empruntées, ce qui le place dans une spirale infernale. Il passe lui aussi un temps fou à essayer de récupérer de l'argent pour régler ses dettes, mais il ne peut pas s'empêcher de le remettre en jeu immédiatement afin de doubler la mise. Ce sont des personnages qui restent donc absolument convaincus qu'ils auront toujours de la chance, et qui aiment par-dessus tout l'excitation qu'engendre la prise de risque en elle-même. Écoutons un passage de la belle et sombre musique du Flambeur, composée par Jerry Fielding. Enchaînons à présent avec Vivarium. C'est un gros coup de cœur, une curiosité inattendue que j'ai découverte au Festival du film fantastique de Gérardmer dans les Vosges qui s'est tenu fin janvier. Mis en scène par le cinéaste irlandais Lorcan Finnegan, il est disponible en VOD sur Canal+. Il s'agit de l'exemple type de ce que j'appelle les films concept, c'est-à-dire des films qui reposent entièrement sur une idée originale et atypique, autour de laquelle va s'articuler tout le récit. On voit ça par exemple en littérature avec l'exemple universel de Robinson Crusoe. Un homme seul atterrit sur une île déserte, que se passe-t-il ensuite pendant 500 pages? On peut le voir aussi au cinéma avec des films comme Buried, un homme est enterré vivant dans un cercueil, que se passe-t-il ensuite pendant 1h30? Dans le cas de Vivarium, il s'agit d'un jeune couple qui visite une maison nouvellement construite dans un quartier tout neuf. Sauf que, pendant la visite, l'agent immobilier disparaît soudainement, et ils s'aperçoivent avec stupeur qu'ils ne peuvent plus quitter le quartier. En effet, celui-ci est sans fin, ou plutôt enfermé sur lui-même, c'est-à-dire que même si vous roulez pendant 1 heure dans les rues, à l'arrivée, vous vous retrouvez systématiquement à votre point de départ, c'est-à-dire devant votre maison. C'est donc un cercle vicieux. Enfermés dans leur quartier, ils reçoivent chaque jour un carton de nourriture qui apparaît comme par magie, et ils auront la surprise de se voir un jour livrer un enfant, qui se révélera être très bizarre. Au-delà de l'originalité de l'idée, c'est tout le design graphique de ce petit univers et ses surprises qui rendent le film terriblement intriguant. Le décor est celui d'un lotissement de banlieue américaine ultra classique, composé de centaines de maisons identiques, ressemblant à ceux que l'on peut voir dans Édouard Romain d'Argent ou dans la série Desperate Housewives. À la différence près que dans celui-ci, il n'y a aucun habitant. Ce quartier sans vie constitue un monde artificiel à lui seul, avec un beau ciel figé qui a l'air d'être peint au plafond. On a l'impression d'être dans une bulle géante. Exactement comme dans Truman Show de Peter Weir, avec un Jim Carrey qui prenait conscience que sa petite ville était en réalité un gigantesque décor d'émission de télévision dont il était le héros. Un autre film concept a également fait sensation l'année passée, La Plateforme, dont la musique reflète bien l'étrangeté.
La plateforme, qui aurait aussi bien pu s'intituler Le Gros Bloc en béton, est un film espagnol diffusé sur Netflix et dirigé par Galder Gaztelu Urrutia, un nom extrêmement simple à prononcer. L'idée ici, c'est qu'un homme se réveille dans une cellule carrée en béton qui est ouverte en son centre par 2 grands trous rectangulaires situés au sol et au plafond. Cet espace permet en fait de faire passer une plateforme sur laquelle se trouvent de multiples plats. Le problème, c'est qu'il y a des centaines de cellules identiques en dessus et en dessous de celle-ci, formant ainsi une gigantesque tour. Et l'autre problème est que la plateforme part du sommet de la tour vers le bas en ne s'arrêtant que quelques secondes seulement à chaque étage. Donc ceux qui sont aux étages supérieurs ont accès au plat intact, tandis que ceux des étages inférieurs n'ont plus que les restes qu'on veut bien leur laisser. Donc forcément, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, il faudrait que les prisonniers des étages supérieurs acceptent de limiter leur alimentation, pour que ceux des étages inférieurs aient de quoi survivre. Enfin, il faut savoir que chaque personne change d'étage de façon aléatoire tous les mois. Il est donc possible de passer du premier étage au dernier étage du jour au lendemain. Alors à l'écoute de ce synopsis de fou, on comprendra bien qu'il s'agit d'une métaphore politique qui nous amène à des notions de lutte des classes, d'inégalité sociale et de répartition des richesses. Chacun peut donc y aller de sa petite analyse marxiste ou autre et tenter de décrypter le message des auteurs. C'est d'ailleurs bien ce qui fait l'intérêt de cette histoire. Elle met en place tout un tas d'éléments qui sont presque les règles du jeu, sans pour autant en dévoiler trop. Elle garde ainsi une grande part de mystère et est marquée par quelques incohérences, ce qui nous conduit évidemment à nous poser une foule de questions après le visionnage, sur la pertinence même de l'histoire, sur son sens et sur le comportement de ses personnages. Même si la fin est un peu décevante, c'est donc un film qui reste en tête un bon moment et qui suscite forcément le débat. C'est un peu le cousin de Cube, ce film d'horreur mystérieux sorti en 1997 qui plongeait lui aussi ses protagonistes dans une cellule carrée en béton, à la différence près qu'aucune plateforme ne la traversait, mais qu'elle était plutôt équipée de trappes qui donnaient accès à d'autres cellules de forme identique, mais généralement piégées par des armes mortelles. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Malgré la réduction du nombre de sorties en salle, on peut donc voir que l'année cinéma aura tout de même été intéressante, mais il y a aussi eu quelques déceptions. J'en évoquerai seulement 2 brièvement pour terminer. Du côté français, ce fut De Gaulle de Gabriel Lobomin, un biopic qui aurait pu être passionnant, mais malheureusement, contrairement à son récit qui relate le rendez-vous réussi de son personnage avec l'histoire, en se concentrant sur l'appel du 18 juin, le film rate quant à lui complètement son propre rendez-vous avec l'histoire du cinéma, puisque le réalisateur n'a visiblement pas compris que l'enjeu ici était de nous livrer le premier long métrage d'envergure sur le personnage, et surtout pas un énième téléfilm comme il en existait déjà plusieurs. Or, c'est exactement ce à quoi on a assisté, un film lisse, sans envergure et sans vision. Heureusement pour lui, Napoléon aura eu plus de chance avec le cinéma. Du côté américain, ce fut Manque, le nouveau film très attendu de David Fincher, qui nous a tout de même fait patienter 6 ans depuis son dernier long métrage. Manque s'adresse vraiment à un public cinéphile, puisqu'il s'agit de l'histoire de l'écriture de Citizen Kane, qui a été réalisée en 1941 par Orson Welles, et qui est considéré comme étant rien de moins que le plus grand film de l'histoire du cinéma. Fincher, lui, ne rate pas son rendez-vous avec l'histoire, puisqu'il livre à une plateforme comme Netflix une œuvre exigeante, ambitieuse et courageuse. En revanche, il rate clairement son rendez-vous avec les spectateurs, en les assommant par la lourdeur de son scénario. Si les cinéphiles comme moi qui adorent Citizen Kane s'ennuient et se perdent, je n'ose même pas imaginer ce que doivent ressentir ceux qui n'en ont jamais entendu parler. On peut également regretter la lourdeur de la musique, qui est bien trop envahissante. Et quand il y a trop de musique, bien souvent c'est qu'il y a un problème quelque part. Elle est pourtant signée Atticus Ross et 30 Reznor, le duo génial qui est responsable de la BO du chef-d'œuvre de Fincher, The Social Network. On se quittera donc sur une note positive en écoutant un morceau de la musique de ce film. En attendant, merci de m'avoir écouté pour cette première émission de Parlons Travelling et Gros Plan. Vous pourrez trouver la liste de l'ensemble des films cités et des musiques passées sur la page internet de l'émission sur le site de Radio B. A bientôt sur le 90 FM. C'est une cage anti-requin. Une cage anti-requin. Et vous entrerez dans la cage? Et la cage ira dans la mer? Et vous avec? Avec le requin autour? Notre requin. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne.